Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Jules Falardeau pour une deuxième fois pour parler d'un de ses livres. Cette fois-ci, un livre qui s'intéresse particulièrement aux combattants québécois, vraiment spécifiquement, mais aux combattants canadiens-français aussi au sens large. Jules, ça va bien? Oui, salut, ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Écoute, d'abord, t'en avais parlé un peu dans ton précédent livre de la boxe à cause de Régis Chartrand, puis t'évoquais un peu déjà dans ce livre-là le lien familial avec l'univers de la boxe. Mais pour les gens qui n'ont pas lu le livre, c'est quoi le lien entre toi et réalisateur, fils d'artiste et la boxe québécoise? D'où ça vient? Pourquoi? Par où ça a commencé? OK, ben c'est ça. En fait, moi d'abord, quand mes parents ont réalisé le film Le Steak sur la vie de Gaétan Hart, donc j'ai été plongé dans le milieu de la boxe quand même assez jeune. Il y a une photo de moi dans le livre où je tape sur des gants au centre Paul Sauvé, au défunt centre Paul Sauvé, là, qui était un amphithéâtre mythique, vraiment à l'époque de Régis Lévesque, on en reparlera. J'ai vu mes premiers combats amateurs vers 7-8 ans, puis j'ai vu mon premier gala professionnel, combat de Stéphane Ouellet, j'avais 12 ans. Et à partir de là, j'ai vraiment plongé. On allait voir souvent les galas pro, toute cette époque-là, Ouellette, Lucas et Lilton. Et mais je l'explique aussi, c'est que moi, la boxe, j'ai découvert ça. En fait, j'ai beaucoup à travers les livres, des encyclopédies de boxe, puis c'est une époque où on n'avait pas la même avalanche de divertissement. Donc, les livres, c'est quelque chose qu'on revenait vers ça, puis on pouvait les refeuilleter, les relire, des dizaines et dizaines de fois, puis mémoriser les records ou des trucs comme ça. Un peu, puis, vraiment, moi, les encyclopédies de boxe, j'ai plongé là-dedans. Donc, en faisant ce livre-là, j'avais l'impression de redonner un peu, de revenir aux sources, puis de laisser un objet qui reste. Tu sais, à l'époque où moi, je travaille beaucoup avec la vidéo, le cinéma, mais c'était quelque chose qui peut rester, mais c'est quelque chose que les gens consomment de manière éphémère un peu. Le livre, c'est un objet qui reste, puis par la suite, vers 18-19 ans, j'ai commencé à faire l'entraînement de boxe, donc je suis allé au Club Champion dans Saint-Michel, mythique Club Champion, puis j'ai fait l'entraînement de boxe peut-être in and out pendant 2 ans avec... Je me suis jamais rendu à faire des combats amateurs, j'ai fait des sparring, qui sont des combats d'entraînement. Puis, c'est ça, j'ai manqué un petit quelque chose, comme je disais tantôt, en fait, c'est pas juste au niveau de la discipline, je te dirais que c'est plus au niveau de la discipline alimentaire. Le régime du boxeur est extrêmement sévère. Ils doivent surveiller leur poids, puis c'est pas que j'ai des problèmes de poids, mais tu sais, je sais pas, j'aimais bien manger une pizza ou des trucs comme ça. Un bon vivant. Oh, oui. C'est ça. Puis écoute, encore une fois, on avait parlé de ça dans le premier, avec le premier livre, mais plus en surface, là. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les Canadiens français, les Québécois, on a autant de combattants? Parce que pas juste dans la boxe, tu sais. Maintenant, on pense aussi à Georges Saint-Pierre. On a des gars en Muay Thai, en Letway. On a des Québécois dans tous les sports de combat, finalement, en karaté même, dont j'en suis. Fait que toi, c'est quoi ton explication ou ta perspective là-dessus? Ben, c'est que à partir, en fait, de... Vraiment qu'il y avait déjà ça un peu avant, là, mais à partir de la conquête où on nous cantonne un peu au bas de l'échelle, au travail de la terre, aux emplois vraiment du bas de la société, donc ça fait des gens qui sont une constitution robuste, des gens extrêmement forts. Tu sais, une période vraiment importante que je traite, c'est les Canadiens français exilés aux États-Unis, donc c'est les premiers champions du monde québécois. C'est des gens qui se sont exilés
avec leur famille ou qui sont nés aux États-Unis puis qui sont allés travailler dans le textile. Il y a eu presque 1 million de Canadiens français à ce moment-là. Puis il émerge de ça des gens. Bon, Kid Lavigne, il a travaillé dans un moulin à scie et qui devient le premier champion du monde de l'histoire des poids légers. C'est quelqu'un extrêmement fort, tu sais, dans les descriptions de combat, il se bat contre des plus grands de son époque. Lou Brouillard ou Jack Delaney, ils deviennent champions du monde dans leurs catégories respectives. Puis c'est des gens, tu sais, qui ont fait autour de 100 combats professionnels. Mais moi, je pense que c'est justement ça. À partir de là, tu sais, quelqu'un comme Yvon Durel, Canadien-Français acadien, qui est un pêcheur du Nouveau-Brunswick, quelqu'un qui n'a pas vraiment montré la boxe tant que ça. C'est quelqu'un qui était juste extrêmement fort. Et puis, tu sais, il raconte que ses frères ont ramené des gants de boxe de leur séjour dans l'armée, puis c'est devenu un peu l'attraction dans le village. Les gars mettaient les gants dans un champ, puis ils se battaient ou, tu sais. Donc lui, il dit que mon entraînement de boxe, c'est à peu près tout ce que j'ai eu au départ. Et Yvon Durel, je sais pas si on a l'occasion d'en parler ou j'en parle maintenant, mais ouais, tu peux y aller. Yvon Durel, c'est très intéressant, sa vie. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est un personnage aussi. C'est quelqu'un qui détestait s'entraîner, en fait. Puis il aimait ça, se battre dans le ring, mais il faisait payer son adversaire à cause de lui. Il avait dû s'entraîner. C'est ça qui le faisait souffrir, tu sais. Puis il a eu une chance pour le titre de champion du monde. Donc, juste avant ça, il a été champion du Commonwealth, donc champion de l'Empire britannique, qui était un exploit pour l'époque. Puis, il a une chance pour le titre mondial contre Archie Moore, 1958 à Montréal. Et les parieurs, les bookmakers donnent... Archie Moore, évidemment, c'est une légende, là. Tu sais, c'est dans les grands de toute époque confondue. Donc, il le donne à 3 contre 1. Et le combat commence et après à peu près 1 minute, c'est Yvon Durel qui assomme Archie Moore. Donc Archie Moore se retrouve au tapis et il le renvoie 2 autres fois au tapis au premier round. Donc là, la foule du forum qui avait adopté Yvon Durel, tu sais, Canadien-Français, est en liesse. Puis finalement, il retourne au tapis plus tard, mais Archie Moore réussit à survivre à ça et il prend un peu la mesure de Yvon Durel, donc il est un meilleur boxeur que lui et réussit à s'accrocher puis il va finir par knocker Yvon Durel au 11e round. Donc c'est toute cette époque-là, les Robert Cléroux, c'est un peu dans ce qu'on dit, tu sais, je sais pas si c'est la génétique ou ce qui s'est développé à travers le travail d'être confiné au bas de l'échelle d'une société, là, mais il y a un peu de ça, je pense. Puis Durel, là, pour l'anecdote, c'est-tu lui que la légende veut que son coach lui demandait d'aller faire du jogging, puis il allait au bar, il revenait, il se versait de l'eau sur la tête pour avoir l'air d'avoir eu chaud? Hein? Ouais, exactement. Puis il y a une autre anecdote deux anecdotes célèbres célèbres, pour ceux qui ont lu sa biographie, là. Il va être à un combat pour les poids moyens et il est 43 livres au-dessus de la limite à 1 semaine du combat. Et donc son coach, il dit on va le faire rentrer dans le four à sécher le bois, puis on va voir comment son corps va se comporter. Fait qu'il rentrait dans le four plusieurs fois par jour, puis ils l'ont fait fondre de 43 livres pour faire le poids. Il dit c'est quelque chose qu'on peut pas faire trop souvent parce que c'est comme le système nerveux le tolérerait pas, là. Tu sais, quand on dit des fois, les boxeurs vont faire un peu de sauna pour perdre les dernières livres ou grammes d'eau avant la pesée, tu sais, mais là, c'était vraiment un exemple extrême. Autre exemple assez extrême de cette époque-là, c'est qu'il était en mer avec un de ses amis. La voile, ils perdent la voile, donc ils restent en mer pendant 36 heures, il y a une tempête. Quand il réussit à rentrer, ils n'ont pas dormi, il n'a pas dormi depuis 36 heures. Et là, le monde dit, tu veux aller te reposer? Puis tout dit, non, moi j'ai un combat tantôt. Fait qu'il s'en va faire son combat sans avoir dormi. Puis, rendu au dernier round, son coach, il dit, bon, là, assomme-le, tu sais. Il parle dans le coin, mais il dit, je regarde, il était en train de dormir. Fait qu'ils vont dire le dormir dans le coin. Fait que, tu sais, sa vie, là, c'est dans les grandes biographies de boxeurs, ça s'appelle Yvon Durel, le boxeur qui venait de la mer. Donc, c'est, tu sais, un espèce de panorama d'un boxeur canadien-français dans les années 50. Il est allé se battre à New York, il est allé... il a vraiment une vie rocambolesque, là. Puis,
dans le fond, quand on regarde les combattants de cette génération-là, de cette époque-là, versus ceux d'aujourd'hui, c'est un peu comme dans le hockey. J'ai l'impression que, tu sais, c'est toutes des légendes, mais de par l'évolution de la science de l'entraînement, avec leur façon de s'entraîner, exemple, Yvon Durel qui allait à la taverne au lieu d'aller courir. Ouais. Penses-tu que ce gars-là, tu le mets dans un ring aujourd'hui puis il y a des chances contre les boxeurs d'aujourd'hui ou non, il se ferait rincer? Ben, c'est un débat éternel, ça. Tu sais, quand on compare, c'est vraiment difficile de comparer les époques parce que tu parles de l'évolution de l'entraînement, c'est une chose, mais tu sais, l'évolution, la science de la nutrition, il y a plein de choses qui ont évolué. Donc, si tu prenais un boxeur des années 50 et tu le mettais dans un ring aujourd'hui, probablement que le boxeur moderne a plusieurs échelons d'avance sur la conception. Tu sais, je veux dire, dans le temps, mettons, il regardait pas des vidéos de combat pour se préparer à un adversaire. Là. Aujourd'hui, il y a cette technologie-là. Les entraîneurs, ils peuvent aller piger des exercices chez d'autres qui ont vu des tutoriels, tu sais, aux Philippines, je sais pas trop. Donc, de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est dur de dire est-ce que serait capable de performer de façon moderne, mais tu pourrais renverser ça de l'autre bord. Tu pourrais prendre un boxeur d'aujourd'hui, puis l'amener dans les années 50, puis voir comment il se comporterait avec le même entraînement qu'ils avaient dans les années 50, tu sais. Est-ce que les gens sont plus tough aujourd'hui? Est-ce qu'ils étaient plus tough à l'époque? Il y a trop de facteurs, des gens d'impondérables pour dire on peut les comparer. Si on fait ce jeu-là, de comparaison de qui est le plus grand, toute époque confondue, c'est vraiment c'est subjectif puis on le fait pour le plaisir parce que y a rien de scientifique, personne peut dire le plus grand c'est lui, il battrait celui-ci de 40 ans plus tard les doigts dans le nez, tu sais, en général, il y a dans l'histoire de la boxe, on va dire que mettons Sugar Ray Robinson est probablement le plus grand livre pour livre, mais c'est des classements hypothétiques là. Ouais. Parce que ça a tellement évolué, c'est ça, tu sais, toutes les méthodes, comme tu disais, puis la nutrition, entre autres, c'est un bon exemple, mais aussi la conscience des commotions, par exemple. Tu sais, maintenant, même en boxe, si le boxeur il a eu des commotions sévères, ils vont ils vont se laquer avant de le retourner. Là, je pense que même au Québec, c'est-tu 90 jours légalement avant de pouvoir retourner dans le ring, là. Je me rappelle pas. Ben, c'est ça, tu sais, ces règles-là n'existaient pas. La santé des boxeurs puis des combattants, on s'en foutait complètement à l'époque, là. Ben, c'est que, tu sais, mettons, Archie Moore, il a pu se battre un combat puis se faire un autre combat professionnel 4 jours plus tard, là. Puis se battre, tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a près de 200 combats professionnels. Fait que les gars, ils se battaient à chaque semaine, ils se battaient aujourd'hui. Tu sais, Archie Moore a peut-être je sais pas, un boxeur professionnel aujourd'hui se retire après 40 combats, tu sais. Et donc, Archie Moore en a fait 5 fois plus dans sa carrière, là. C'est pas la même. C'est sûr qu'on se... Même, tu sais, quand on regarde les combats à l'époque de la boxe où il y avait des combats de... Tu sais, que j'ai dit que Kid Lavigne a fait un combat de 77 rounds, là. C'est complètement débile. Les gens se mettent en contexte. Aujourd'hui, un combat de championnat du monde professionnel, c'est 12 rounds. Mm-hmm. Évidemment qu'on va pas se battre là, avec la même intensité, j'imagine, parce que je l'ai pas vu ces combats-là, c'est dans les années fin 1800, là, mais on se bat pas avec la même intensité de 77 rounds que 12, là, mais quand même, tu sais. C'est sûr. C'est sûr. Puis la boxe moderne a beaucoup évolué. C'est rendu, tu parlais de divertissement, de pluie de divertissement, c'est rendu vraiment de l'entertainment aujourd'hui. Même le MMA, tu sais, j'englobe les sports de combat en général, là. T'as pensé quoi de l'épisode Jake Paul et Mike Tyson? Oh, ben écoute, c'est drôle parce que dans un sens, ça m'a un peu servi, c'est parce que mon livre est sorti au moment où il y avait la même semaine Jake Paul, Mike Tyson et le combat de retour de Kim Clavel. Au niveau timing, on venait les élections américaines venaient de se terminer. Puis là, on était comme une semaine où ça parlait que de boxe. Fait que pour moi, c'était vraiment positif. J'ai été invité partout, puis j'ai dû répondre à cette question. J'aime pas beaucoup le genre de spectacle que ça donne, cet engouement-là, parce que dans un sens, moi j'étais comme plus inquiet qu'autre chose pour Mike Tyson. Parce que tu peux pas prendre quelqu'un de 60 ans puis le faire battre contre quelqu'un de 30 ans plus jeune. Là. C'est comme...
C'est un peu, c'est inconscient de faire ça. Puis, est-ce que ce combat est arrangé? Je pense pas. Je pense que Jake Paul a dû retenir un peu ses coups pour pas humilier. Mais tu sais, on l'a vu après 1 minute et demie, Mike Tyson avait pu. C'est une chose de voir un bout de 10 secondes d'entraînement de Tyson qui fait des pads à 60 ans versus être contre un adversaire pendant des rounds. Puis moi, je pense que si j'avais été à la tête d'une fédération sportive, j'aurais pas approuvé un combat comme ça, tu sais, qui a un peu une allure, quelque chose qui peut se rapprocher du cirque ou de la lutte. Mais bon, je l'ai regardé quand même. J'étais curieux parce que j'aime bien Mike Tyson. Je l'ai suivi. Puis tu sais, je l'avais vu performer contre Roy Jones, mais là, t'avais déjà deux combattants plus vieux qui se donnaient qui se faisaient un combat ensemble de, je pense que c'était 4 ou 6 rounds. Là, quelqu'un de 27 ans, c'était un peu ridicule. Mais j'étais comme ému quand même de voir ce que Tyson a dit après le combat, puis qu'il s'est, tu sais, il avait pas rien à prouver à personne, juste à lui, puis il était content de l'avoir fait. J'ai trouvé ça que ça, c'était un beau moment, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, c'est évident que les gens, tu sais, les gens le mettent sur un piédestal, puis c'est évident que Tyson, même rendu à l'âge qu'il est aujourd'hui, clenche tu sais, le kidam moyen qui s'essaierait d'aller fighter contre lui, il va le torcher, là, c'est sûr. Mais là, tu parles d'un gars physiquement dans son prime qui s'entraîne pour la coter puis qui a 30 ans de moins, il n'y a aucune chance, tu sais. C'est sûr que ça fait pas de sens d'un point de vue sportif, là, tu sais. Mais bref. Puis, dans le fond, l'évolution de la boxe québécoise, comment tu trouves l'univers de la boxe québécoise aujourd'hui? Les femmes ont pris beaucoup de place au fil des années. Tu en parles dans le livre, tu parles des grandes Kim Clavel et puis Marie-Ève toutes Dicker aussi. Marie-Ève Dicker aussi, bien sûr, c'est ça. Puis Marie-Ève Dicker qui vient du karaté, Ouais. elle aussi. Fait que, tu sais, comment tu trouves que ça a évolué, l'univers de la boxe maintenant? Ben, il semble y avoir une désaffection du public en général pour la boxe. Donc, on a un peu un creux de vague après il y a eu des belles époques, des belles années. Tu sais, je te parlais tantôt de Stéphane Ouellette. L'époque Lucas, Ouellette contre Lilton, Lucas devient champion du monde. C'est une époque vraiment riche au niveau des galas. On a des gros galas avec des 15-20 000 personnes. Après ça, on a l'époque Luciane Boutet, Jean-Pascal, Adonis Stevenson, David Lemieux, ils deviennent tous champions du monde. Donc là aussi, on a des grosses foules, on a des combats de championnat du monde au Québec, on a des gros galas. Et après ça, les derniers, tu sais, bon, Pascal est encore actif, mais Stevenson tombe dans le coma, Lemieux prend sa retraite, Luciane prend sa retraite. Entre-temps, de Marie-Ève Dicker devient championne, Kim Clavel devient championne du monde, Vanessa Lepage-Johannis devient championne. Donc, il y a comme un creux de vague dans la boxe masculine au niveau des foules. Je pense pas qu'on produit des moins bons boxeurs. Je pense qu'il risque d'avoir, dans les prochaines années, peut-être d'autres Québécois qui peuvent aspirer à gagner un combat de championnat. Mais c'est que le modèle est un peu différent au niveau des affrontements qu'on donne au public québécois, tu sais. C'est-à-dire on va miser sur la progression d'un boxeur qui est signé par une organisation, puis je dirais pas qu'on va lui éviter les combats difficiles, mais on va lui donner des adversaires prenables pour le faire monter jusqu'à un certain seuil où il peut prétendre à des classements puis à des combats de championnat. Donc, le public voit un gars-là, tu sais, je vais grossir un peu le trait, là, mais c'est comme si tu vas voir un gars-là où il y a 8 adversaires mexicains qui vont tous perdre contre les boxeurs locaux, tu sais, puis c'est tous des knockouts souvent au premier round, sauf le combat final. Fait que pour le public, si toi tu vas aller voir quelque chose, tu sais, la boxe, ça reste quand même un spectacle. Si tu vas payer 150 $ pour voir une soirée comme ça, tu vas peut-être y repenser à 2 fois la prochaine fois. Et les femmes, on est à une époque où c'est peut-être, c'est l'âge d'or de la boxe féminine au Québec. Tu sais, c'est ça, on a eu quand même 3 Québécois championnes du monde, puis il y en a d'autres en ce moment qui poussent. Puis tu sais, Kim Clavel, mine de rien, elle remplit un amphithéâtre. C'est peut-être elle qui attire les plus grosses foules. Tu sais, à part qu'on parle, mettons, Beterbiev, combat de championnat du monde à Québec, c'était assez gros, là. Mais tu sais, Kim Clavel, elle remplit 4-5 000 personnes. C'est elle la seule qui fait des foules de cette ampleur-là.
Puis le monde l'ont adopté, ils la trouvent charismatique, ils se sont attachés à elle, puis ils vont y en avoir d'autres. Je pense qu'elle a le potentiel pour revenir encore puis gagner un autre championnat. Puis après ça, c'est chez les amateurs. Tu sais, je suis pas ce qui se passe chez les amateurs de façon comme vraiment régulière. Je sais que ce qu'on m'a dit, certaines personnes m'ont parlé, comme Ross Amber, de l'état de la boxe amateur au Québec, puis tu sais, Stéphane Larouche ou d'autres. Il y a l'air d'avoir des fonctionnaires des organisations de boxe qui gèrent pas ça de la bonne façon, puis on est comme en train de ralentir le processus de. Puis il y a peut-être d'autres facteurs aussi, tu sais, est-ce que les jeunes sont moins portés à aller vers des sports de combat? Je sais pas si c'est dans le karaté ou dans les arts martiaux, tu le constates par rapport aux autres années ou. Ben, moi, j'allais te poser la question avec les intervenants qui t'ont parlé. Est-ce que tu as eu le feedback c'est la faute du MMA? Est-ce que moi c'est mon impression personnelle. Je pense qu'il y a eu un transfert de spectateurs puis d'intérêt vers les arts martiaux mixtes. De spectateurs, je veux dire, c'est qu'en même temps, les arts martiaux mixtes, on n'a pas des galas à Montréal souvent non plus, en tout cas, à part ma connaissance. Donc, c'est un transfert peut-être au niveau streaming. On va regarder les galas de UFC versus les combats au Québec. Sont-ils diffusés comme avant? Est-ce qu'il y a eu une époque où on avait des combats à la télé publique, là, tu sais, on pouvait regarder sur TVA. Là, c'est comme un peu. Je pense que le dernier combat de Kim Clavel était seulement sur un site web en streaming, puis faut être motivé, là. Peut-être que le MMA joue, mais en même temps, je pense que je dis une avalanche de divertissement. Les gens ils ont accès à tout ce qu'ils veulent, que ça soit des séries sur Netflix ou toutes sortes d'affaires. Il y a tellement de trucs. Il y a des époques où la boxe, c'était un spectacle, puis il fallait que tu sois là, puis le monde l'écoutait à la radio. Le monde se rassemblait chez la seule personne qui avait un téléviseur ou. T'sais, même moi, dans les années 2000, dans le temps, on louait un combat à gang, puis on le regardait en gang. Là. Ouais. Donc, chacun payait 5 mais d'ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux puis des médias en général a joué pour beaucoup. Je me demande si aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont moins portés vers les sports en général? Y a-tu comme une sédentarité qui est due au divertissement, au téléphone? T'sais, toi, t'as un dojo, j'imagine que tu vois l'évolution. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui se déplacent faire ça ou moins qu'avant? Ben, on en a encore, oui. Puis, mais moi, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est je constate que on parlait de Kim Clavel. Kim a utilisé très bien, elle utilise bien les réseaux sociaux et les médias en général pour se promouvoir. Ouais. Puis je pense que c'est le même phénomène dans la musique aussi. Je pense que les artistes aujourd'hui ne peuvent plus être juste un créateur introverti qui reste chez eux. S'il est absent des plateformes, bonne chance. Ouais. Fait que je pense que l'athlète doit devenir une personnalité aussi maintenant pour attirer de l'attention sur lui, avoir du clout, puis là, à partir de là, il va devenir intéressant pour un promoteur parce que... En même temps, comment est-ce que tu te démarques par rapport à d'autres? Tu sais, je veux dire, faut que tu fasses des coups d'éclat, faut-tu que t'aies... Faut que t'ailles à Big Brother, tu sais, comme Kim. Faut que tu t'ailles chercher le buzz en faisant des trucs, tu sais, qui sont un peu... Moi, dans un sens, j'aime bien Arthur Beterbiev parce que il en a rien à foutre de ça, puis il a l'air d'en avoir rien à foutre, puis il est comme... Tu sais, il est pieux, il est posé, il fait ses trucs, il fait ce qu'il a à faire, il s'entraîne. Puis bon, je veux dire, veut pas, il est monté à un certain niveau, ce qu'il n'a pas nécessairement besoin de faire son autopromotion sur Instagram. Moi, je trouve ça quand même rafraîchissant versus un Jake Paul qui fait juste comme toujours lancer des calls, teaser, je pourrais battre telle personne dans son prime. Puis tu sais, c'est vraiment genre de l'espèce de... Je sais pas, c'est l'espèce de populisme, genre de boxe qui finalement, tu vas pas vraiment... Tu sais, tu te bats contre un gars de 60 ans, tu sais, tu veux après ça dire je battrais Canelo, mais tu sais, tais-toi, là. Mais bon, je sais qu'il a bâti sa carrière sur ça, là. Mais c'est dur pour un boxeur aujourd'hui tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire qui se démarque, puis est-ce que dans le fond, le promoteur va être plus intéressé d'aller chercher un influenceur qui a quelques combats, mais qu'il y a 150 000 abonnés, ou le boxeur qui est un vrai prospect, mais que, tu sais, il a pas nécessairement
la vision des réseaux sociaux. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça fait partie du problème. Mais tu me demandais par rapport aux arts martiaux. Moi, ce que je constate, c'est que chez la clientèle de gens qui veulent devenir combattants, je pense, c'est mon impression, mais quelqu'un qui a un gym de boxe pourrait répondre peut-être mieux. Eux autres, ils ont vu comment ça les touchait eux. Mais je pense que les gens qui aspiraient à devenir combattants, avant, peut-être passaient plus par la boxe et le kickboxing. Puis maintenant, ils passent par le BJJ puis les arts martiaux mix pour se rendre là. Puis éventuellement, vont faire peut-être aussi du Muay Thai, puis vont faire les arts martiaux qui vont les amener jusqu'au UFC. Donc, même si dans la pratique, dans les pratiquants de sport de combat, tu as moins de boxeurs, bien forcément, tu vas avoir moins de boxeurs éclatants, donc moins d'intérêt pour la boxe. C'est comme un chien qui se mord la queue, c'est une roue qui tourne. Fait qu'il faut que les écoles et les gyms qui font la pratique de boxe réussissent à trouver des façons nouvelles de se mettre en avant. Tu sais, si tu regardes les gyms de MMA, vu qu'ils roulent, ben ils sont tout le temps super. Tu sais, pour vrai, j'ai jamais vu de gym de BJJ crado, puis un peu ghetto, puis avec des vieilles photos de pratiquants jaunis, puis tu sais, parce que tout est moderne. Alors que quand tu vois le gym de boxe, je suis convaincu que c'est même un peu une partie de l'attrait. Il y a un côté vintage. En tout cas, moi, mon gars, il triple là-dessus. Il fait de la boxe maintenant. Puis quand il est rentré au gym, il a fait « c'est donc bien cool ici » parce que c'était super comme vieillot, puis un peu broche à foin, puis il triple, là, comme... Mais sauf que le pratiquant, monsieur, madame, tout le monde, il voit des images sur les réseaux sociaux, ben le gym de BJJ a l'air super clean, c'est propre, moderne, tu sais, il y a peut-être un peu de ça aussi, tu sais, de repenser leur image, leur façon de se promouvoir, je sais pas, tu sais. Si tu regardes des gyms qui viennent dans des ghettos, là, c'est genre dans le sous-sol avec les tuyaux qui coulent, puis les murs sont comme, tu sais, même pas juste défraîchis, sont craquelés, pis des vieilles photos gondolées en noir et blanc de Joe Louis puis des champions des années 40-50. Il y avait, tu sais, c'est quand même dans cette atmosphère-là qu'on créait des boxeurs, des champions du monde. Tu sais, c'était aussi un repère de se sortir d'un milieu difficile et tout, alors que des fois, est-ce qu'aujourd'hui, c'est-tu du monde qui ont un standard de vie déjà plus élevé, tu sais, qui vont aller vers des gyms où c'est entre guillemets instagrammable, on peut se filmer un peu de son entraînement puis le gym paraît bien, tu sais, alors c'est sûr que au niveau cinématographique, les vieux gyms de ghetto, ça fait des bonnes histoires parce que tu sais, on part vraiment du bas de la société, là. Mais ça fait moins Instagram, effectivement. Mais je pense c'est que clair. tous les coachs à qui j'ai parlé ont l'air de dire que il y a une moins grande présence des jeunes au niveau de la boxe. Est-ce que c'est parce que c'est toutes ces raisons-là, si tu sont plus sédentaires, si tu la boxe est trop d'autres sports ont pris le devant, est-ce qu'en général ils font moins de sport? C'est plein de questions qu'on devrait se poser, tu sais. Ouais, 100%. Ouais, puis c'est clair que ça a un impact sur la santé globale, donc c'est une question de société, là, effectivement. Parce que, tu sais, même, j'ai entendu des trucs qui disaient que les matchs de, tu sais, le soccer, le foot, qui est le sport le plus populaire au monde, que les jeunes, avec le rythme des vidéos qu'ils consomment, un match de foot de 1h30, c'est devenu pas assez attractif comparativement à quelqu'un qui consomme des trucs sur TikTok, tu sais, tu veux dire. Ouais. Le attention span des jeunes, ça, je le constate, là. Ça, c'est 100% clair. Tu sais, avant, notre génération, à nous, on était capable de s'installer devant un film de 2 heures, puis ça va, là. Ouais. Mais le faire écouter un film à beaucoup de jeunes, maintenant, c'est rendu un effort de concentration vraiment difficile. 2h30 ou 2 heures à consacrer à la même histoire, là, c'est tough. Fait que moi, je me fais même un devoir sur mes camps d'entraînement de leur faire écouter un film, parler de valeurs, parler de ce qui est dedans, d'arts martiaux, puis je vais jamais dans les clichés, je vais vers d'autres choses. J'essaie d'aller dans des films historiques, leur apprendre des affaires, puis je me dis, sinon, si c'est pas moi qui le fais, ils sont de moins en moins exposés à ça. C'est une génération de clips, tu sais.
Bref. Écoute, la dernière fois, on avait parlé quand même beaucoup de politique, un peu de sport. Là, on parle beaucoup de sport. J'ai comme pas le choix de te parler un peu de politique parce que Puis c'est drôle, on parle de sport quand même aussi dans les derniers temps, en lien avec un sentiment de fierté canadienne. Je ne dirais pas nationale ici. C'est voulu. Fait que, dans le fond, je trouve ça quand même ironique que Trump soit la source d'une renaissance de la fierté canadienne. Toi, comment t'as vécu ça les dernières semaines? Tout ça, cet engouement-là? Je me serais pas attendu à ça, je t'avoue. Je me serais attendu à bien des affaires, mais pas à ça. Puis encore là, je pense que faut y aller aussi avec des pincettes, parce que, tu sais, c'est un sentiment qui a peut-être été bien éphémère, puis qu'on peut pas mesurer nécessairement. Est-ce que l'opinion publique est volatile? Puis là, oups, ça donne que en même temps qu'il y a les affaires de tarifs, il y a le tournoi des 4 nations, Canada bat États-Unis, tu sais, ça crée un moment. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va perdurer? J'en doute. Mais des fois, ça arrive que l'opinion publique se sent un peu pressée par quelque chose. Tu sais, je me rappelle, c'était-tu à l'époque du lac Meach où ça a fait basculer l'opinion favorable à la souveraineté en espace d'un laps de temps assez court, tu sais. Fait que c'est un peu je m'y attendais pas. Je trouve faut y aller doucement au niveau. Je pense pas que ça va perdurer, mais je t'avoue que tu sais ça me scie en deux quand même de voir des gens qui me disent consommer canadien, puis c'est comme mais je veux dire c'est quoi dans ce cas-là? Est-ce que le gaz albertain est devenu éthique parce qu'il faut consommer canadien ou tu sais c'est spécial. Ouais. Mais j'ai trouvé ça ironique. L'ironie a été soulevée par plusieurs observateurs, d'ailleurs, de faire comme... C'est drôle comment... je pense que c'est Parnell Morisset qui disait ça récemment. Là. Il disait, c'est ironique de constater que les Canadiens sont fâchés qu'une puissance au-dessus d'eux veuille leur imposer ses dictats et contrôler leur économie. Puis que là, ils sont comme, non, on est une nation à part entière. Puis c'est vraiment, vraiment drôle. Et non seulement ça, mais de faire comme... Là, ils sont obligés de se définir. Et la meilleure définition que j'ai entendue, c'est « We are not Americans ». Mais, OK, mais ça en dit long sur ce que... En même temps, tu sais, c'est fou, là. Culture canadienne... Vu que c'est une mère d'anglophones, tu sais, une mère d'anglophones, ils se sont beaucoup définis qu'est-ce qu'ils consomment comme culture, tu sais, que ça soit filmique, que ça soit série, que ça soit musique. Est-ce qu'il y a tant de culture canadienne que ça qui est consommée au Canada anglais, tu sais? Ouais. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'éternel débat. Puis, tu sais, culturellement, je trouve ça intéressant parce que tu arrives avec un livre à une époque où le livre, je sais pas les ventes, comment ça va en général, les ventes de livres en général. Mon impression que ça se passe assez bien à ce niveau-là. Par rapport aux autres, là, on doit être à peu près dans les mêmes eaux. Tu sais, il a fait le top Renaud Bré la première semaine, donc selon ce que je calcule, c'est un bon indicateur en général. Puis, tu sais, veux pas, si j'ai fait comme 30 entrevues en 3 semaines, là, puis depuis ce temps-là, je continue à en faire des podcasts puis des conférences. Fait que je sais pas si c'est quoi le retour de parfois de faire une entrevue à tel endroit, ça donne-tu vraiment comme des résultats, mais ça se passe assez bien, puis il y a un engouement, puis je pense que c'est un objet qui... Ben moi, je suis très attaché au livre, parce que justement, c'est comme un moment dans ta journée où t'es comme à l'extérieur de tout ce qui est assourdissant, de téléphone, de email, de consommation de vidéos où tout va très vite, puis tu sais, t'es concentré dans un truc, puis tu peux y aller à ton rythme, puis c'est un genre de livre que tu peux consulter en l'ouvrant n'importe où puis lire le profil d'un boxeur. Puis moi, je suis assez content d'avoir cet objet-là. Tu sais, il y avait déjà eu des histoires de la boxe québécoise ou des biographies de boxeurs, mais là, raconter comme ça, avec les photos, tu sais, viennent mettre en contexte, c'est un peu c'est quoi, puis pas juste des photos de combat, mais des photos d'entraînement ou des photos de la vie de tous les jours, de Lou Brouillard, camp d'entraînement de 1930 avec sa barouette pleine de roches, c'est comme assez... Mais tu vois, moi... Mais ça a dû...
Ouais, non, j'allais juste dire, ça a dû être un gros travail de recherche, à quelle archive tu as eu accès pour faire ça? Parce que c'est hallucinant la quantité de documents, qui devaient être des documents privés auxquels vous avez eu accès. Comment vous avez réussi à creuser D'abord, autant? c'est les éditions du Journal de Montréal. Donc, tout ce qui est Journal de Montréal à partir de 64 jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai accès. Après ça, il y avait la collection de la presse qui est déposée aux Archives nationales. Donc, jusqu'à 74, on pouvait utiliser ça. Donc là, tu sais, les photos dans les années 40, là, les photographes de la presse, c'était excellent. Moi, j'étais allé un peu en disant, j'ai donné à mon éditrice, j'ai balancé une liste de noms, de dates, de combats, d'événements, puis j'ai dit, tu sais, regarde ce que tu peux me trouver là-dedans. Elle est fouille, puis à un moment donné, elle m'amène des affaires. Tac, Archives nationales, Eugène Brosseau, 1920, une collection de 60 photos. Fait que là, tu sais, bon, mettons Lucien Boutet, Jean-Pascal, c'est pas mal plus facile. J'avais le luxe de choisir parmi 50 photos, tu sais. Mais là, après ça, on arrive, bon, Lou Brouillard, OK, il y a un gars qui s'appelle Martin Achard qui avait fait un mémorial de la boxe en ligne. Donc, lui, il racontait des vieilles histoires, puis il avait été fouillé dans les archives aux États-Unis. Fait que là, j'ai pu l'aiguiller, dire, regarde, dans les archives au Massachusetts, il y a ces photos-là de telle année. Fait qu'après, il nous restait à aller piger, puis on en a acheté quelques-unes qui étaient sur Getty, donc qui ont acheté des fonds d'archives gigantesques. Tu sais, c'est les photos d'Yvon Durel. Il y en avait quelques-unes au Québec, mais on en a acheté aussi des covers de Ring Magazine. Ça, moi, je suis bien content d'avoir fait ça. J'y tenais, tu sais, voir des Québécois sur la Bible de la boxe dans les années 30 ou 40 ou 50, c'est vraiment impressionnant. Fait qu'on est allé acheter ça chez Getty. Ouais, fait que c'est ça. Moi, je suis allé, en fait, je dis ça a pris 2 ans, mais veux pas, il y a beaucoup de savoir pugilistique dans ma tête de noms que quand j'allais faire ce projet-là, je partais pas de zéro, là, tu sais. Si je faisais le même exercice sur un autre sport de combat, je partirais de vraiment plus loin, là, que ça soit le karaté ou le UFC ou la lutte. Non, je comprends. Puis, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est ce que je trouve intéressant de ton livre. Ben, j'allais dire, tu l'as dit un peu, le format est très encyclopédique pour moi. Je trouve que ce qui est le fun, je t'ai dit avant de faire l'entrevue, j'essayais de le lire au complet avant de le faire, mais pour vrai, il y a tellement d'informations. Ça se lit super bien. J'en ai lu la moitié, là. Mais je me suis dit, je me suis concentré sur la partie jusqu'aux années 50-60. Je me suis dit, les modernes, je les connais mieux. Ils sont de mon vivant, tu sais. Fait que, mais ce que je trouve intéressant du livre aussi comme objet aujourd'hui, c'est que tu peux pas dire que ce contenu-là a été déformé. Dans le sens que ce que je lis, l'auteur, techniquement, l'a vérifié, l'a lu, c'est vrai. Tu sais, aujourd'hui, l'information, c'est rendu vraiment difficile de départager le vrai du faux. Ouais. Avec l'IA, on peut créer des images, des faussetés qui sont dures à détecter. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que tu vois quelque chose qui est fixé dans le temps puis qui va rester une ressource que tu peux retourner consulter. L'importance des archives physiques, je trouve, redevient encore plus pertinente aujourd'hui à cause de ça, tu sais. Ben ouais, puis moi, c'est drôle, ça n'a pas rapport avec ça, je te relancerai sur quelque chose que, en fait, j'ai pas parlé beaucoup de ces deux personnages-là, mais comme tu évolues dans le milieu des arts martiaux, tu dois les connaître peut-être même plus que moi. Je pense à Alain Bonamy. Oui! J'ai pas parlé beaucoup dans aucune entrevue d'Alain Bonamy, en fait, mais tu sais, Alain Bonamy, il a d'abord fait du karaté, puis du kickboxing, puis de la boxe. Puis en fait, c'est comme ce que tu parlais tantôt, tu sais, les gens, ils s'en vont vers le UFC parce que c'est plus populaire, mais c'est du monde qui sont partis des arts martiaux, puis ils se sont fait offrir la chance de boxer, puis ils se sont rendus compte que, ben Chris, je peux faire genre, comme Régis Lévesque, il propose, tu sais, tu veux-tu faire un combat de boxe, remplacer tel gars pour je vais te donner un montant. Il dit là, l'autre, il dit, là, il dit, combien, c'est quoi ta plus grosse bourse dans le kickboxing jusqu'à maintenant? Tu sais, je pense qu'il dit, c'est 2800 $. Régis Lévesque, il dit, il m'a donné 10 000. Fait que, tu sais, le gars, il a migré, puis je pense que, je l'explique, c'est le seul, ou en tout cas dans les seuls à avoir été top 10 karaté, top 10 mondial kickboxing, top 10 mondial dans la boxe, tu sais.
Oui, ben on l'a eu sur un de nos podcasts qu'on avait produit à un certain moment. Je vais mettre le lien en description, mais Alain Bonamy, on l'avait reçu. Ben, c'était pas moi qui l'interviewais, mais on produisait le podcast. Puis, mais tu vois, ça en est un. Il donne encore des séminaires de combat aujourd'hui, malgré qu'il y a une maladie dégénérative. Parce qu'on expliquait que, justement, la santé des combattants à l'époque était plus ou moins considérée. Puis, tu sais, je veux dire, le monsieur, aujourd'hui, il en paye le prix. Mais malgré ça, il est encore capable d'entraîner les gens, de former les gens, puis de faire des démonstrations d'arts martiaux. Tu imagines à quel point le gars était solide. Là. En plus, c'est la seule personne qui a mis Dave Hilton au tapis. Ah ouais, je savais pas ça. Ah ouais, il a fait plier les genoux, il l'a tapé au corps, puis Dave Hilton, c'est la seule fois de sa vie qu'il a mis un genou au sol. Puis en plus, c'est ce que Bonamy explique aussi, tu sais, dans sa biographie, c'est que il s'est jamais senti complètement à l'aise dans le milieu de la boxe parce que lui, d'où il vient dans les arts martiaux, tu sais, il y a un respect de l'adversaire, il y a une humilité, on doit le saluer et tout. Puis là, t'arrives en boxe, puis là, il dit là, je dois rabaisser mon adversaire à la conférence de presse puis le dénigrer avant de le battre. Fait que, puis les amateurs l'avaient jamais complètement adopté, peut-être pour ces raisons-là, ou peut-être parce il y a certaines phrases qu'il a dit où c'était comme un peu méprisant pour la boxe locale. Puis finalement, en battant Dave Hilton, ben je pense qu'il y a comme eu un basculement à un moment donné où la foule a fait « Ah, ben écoute, on va l'encourager. » Je sais qu'il y a Marie-Ève Dicker aussi qui a un parcours similaire, que t'en as parlé tantôt, mais elle vient du karaté aussi. Ouais, ben Marie-Ève Dicker, elle vient de ma fédération. C'est une fille de Kenpo à l'origine. Elle est 5e dan dans notre école à nous. On a le même professeur, dans le fond. On a eu le même professeur. Fait que, tu sais, c'est juste que Marie, dans le fond, quand elle voulait s'en aller, elle aurait voulu aller aux Olympiques en karaté, mais à l'époque, ça n'existait pas. Puis ça arrivera jamais parce qu'il y a trop de chicanes de clochers dans les arts martiaux traditionnels, puis dans le karaté en particulier. Fait que là, ben, je pense qu'elle a comme saisi une opportunité d'aller vers la boxe pour ça, pour devenir pro, pour aller aux Olympiques d'abord. C'était ça son idée. On l'a eu, elle aussi, au podcast. Puis après ça, elle a migré vers la boxe professionnelle parce qu'elle était bonne. Mais c'est sûr que ses bases de combattante en karaté faisaient qu'elle partait de moins loin que quelqu'un qui apprend le combat from scratch. Là. Je pense pas qu'une combattante, à l'âge qu'elle avait, qui venait pas des arts martiaux, aurait pu être aussi bonne aussi vite. Ça, je suis convaincu de ça. Mais est-ce que tu constates parfois l'inverse? Donc, quelqu'un qui va passer de la boxe, qui va s'en aller vers les arts martiaux, ou pas vraiment? Ben, quelqu'un qui vient d'un autre style, ça m'arrive souvent. Puis, tu sais, il y a des bases communes. Que tu sois boxeur, que tu sois un gars, n'importe quel type d'art de combat, il y a des concepts, même avec combat armé. Là. On parle, mettons, je te parle de kendo, qui est l'escrime japonais, ou on parle d'escrime, ou on parle de n'importe quel style d'art de combat, que ce soit armé ou main nue. Il y a des notions de déplacement puis d'angle d'attaque qui vont être les mêmes, dans le fond. Puis, peu importe l'art que tu vas faire. Fait que ça, c'est transférable, ces réflexes-là. Ta vitesse, ton explosivité va être bonne. Après, c'est de savoir qu'est-ce qui est applicable. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui fait que tu vas être bon, c'est ta capacité à fonctionner à l'intérieur du cadre. Puis tu sais, on en a parlé souvent avec des invités que les gens de MMA ont souvent l'impression, souvent plus les débutants, là, mettons le vieux débutant, le débutant qui fait 2 ans, qui fait du MMA, qui a l'impression qu'il connaît tout, là, c'est souvent lui que tu vas entendre sur les réseaux sociaux dire des affaires genre c'est la meilleure affaire de tous les temps, puis il n'y a rien qui bat ça. Si ça marche pas dans le cage, ça marche pas dans la vie. Mais là, si tu parles à des pratiquants d'arts martiaux traditionnels, je prends par exemple un gars comme Léo Tamaki, OK? Qui lui enseigne l'aïkido Kishinkai, mais l'aïkido comme les samouraïs le pratiquaient, qui était leur art martial de combat. Ben, il dit, c'est sûr que moi, ma façon de me battre peut pas s'appliquer dans la cage. Moi, je pratique un art de survie. Mon but, c'est de tuer l'adversaire, ultimement. Il n'y a pas d'arbitre. Puis il y a un gars, un influenceur d'arts martiaux qui s'appelle Jesse Enkamp. C'est un grand gars de karaté en Europe. Puis il est très gros sur YouTube. Puis lui, à un moment donné, pour démontrer justement les limites du BJJ, il est allé s'inscrire dans un tournoi. Puis là, tu vois la vidéo, là, le combat commence. Puis là, l'autre gars essaie de la tirer à terre, de l'agripper, puis l'amener en terre. Puis Jesse, il se défait, puis il reste debout tout le temps. À un moment donné, l'arbitre, il dit là, faut que tu te battes.
sinon je suis obligé de te disqualifier. Puis c'était ça son point, Jesse dit. Le BJJ fonctionne à l'intérieur du BJJ. Parce que le BJJ, c'est un sport de combat puis qui se passe à terre. Fait que mon but, c'est de créer une soumission. Puis j'ai même déjà vu une vidéo contre un gars d'MMA, contre Léo Tamaki. Puis je l'ai montré à mes élèves. Là. Le gars d'MMA, il est gros, il est énorme. Il l'amène en soumission. Mais Léo, de la façon qu'il est placé, son but, je lui en ai pas parlé, c'est mon interprétation, mais je dis, voyez-vous, sa main est où à Léo par rapport à l'autre? S'il y a une dague, là, s'il est dans un champ de bataille, là, l'autre, il est mort. Parce qu'ici, là, il y a un couteau dans la gorge. Tu comprends-tu? Parce que lui, dans le fond, dans sa façon de se battre, puis il explique un peu à l'autre pendant la vidéo, dis-moi, mon but, c'est pas de créer une soumission. Puis mon but, l'important, c'est pas de savoir qui touche en premier. L'important, c'est de savoir qui reste debout à la fin. Tu sais, c'est un champ de bataille. Fait que le but, c'est pas de savoir qui gagne des points. Tu comprends? Puis un vrai guerrier va recevoir des coups. Un guerrier sur un champ de bataille, un samouraï ou un chevalier médiéval, il va être coupé partout, puis il va continuer de se battre pareil, parce que c'est pas des points. Il va continuer de se battre tant qu'il est en vie. Fait que c'est ce qui fait la grosse différence entre les arts martiaux traditionnels, où ce qu'on enseigne, c'est l'autodéfense, par exemple. Mon but, c'est pas de savoir est-ce que tu vas recevoir un coup ou non. Les chances sont que tu vas recevoir un, parce que le premier coup, tu le vois jamais venir. La plupart du temps, dans une agression, il est pas calé. Fait que tu vas manger ton premier coup, il faut que tu apprennes à te tenir debout, puis à réussir à t'en aller chez vous en vie. C'est juste ça. Fait que ça change complètement ta façon de te défendre puis ta façon d'exécuter, parce que le but, c'est pas de gagner physiquement sur l'autre. Le but, c'est de m'en sortir puis de m'en aller. Fait que la cage, c'est excellent pour créer des athlètes hors normes. C'est effectivement le sport de combat le plus complet, parce que ça pique à tous les autres arts. Ça a été chercher le meilleur du Muay Thai, le meilleur du karaté, le meilleur de la boxe et le meilleur du BJJ puis de la lutte. Puis, ça enlève tout l'aspect traditionnel de ces arts-là, puis l'aspect développement personnel aussi. Puis, ça focus sur l'efficacité. Puis je trouve ça intéressant parce que ça en dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où tout doit être utilitariste. Puis ça, c'est un talk que j'ai eu avec plein de pratiquants. Exemple, j'ai fait du kenjutsu pendant une couple d'années pendant la COVID, c'est le maniement du katana. OK, on s'entraîne avec des sabres en bois, évidemment, la plupart du temps. Puis la question d'un gars qui ferait du MMA, c'est à quoi ça sert? La réponse, c'est à rien, évidemment. Parce que je peux pas me promener avec mon sabre dans la rue pour me défendre. J'ai légalement pas le droit de me défendre avec un sabre. Mais la question premièrement, de tous les bienfaits que ça m'apporte, puis le plaisir, est complètement évacué dans ça, tu sais. Fait que, puis il y a un côté ludique aussi dans les arts martiaux. Mais en même temps, tu pourrais pratiquer ça comme quelqu'un pratique de la danse contemporaine ou de la danse hip-hop sans qu'il y ait une finalité mercantile pour gagner ta vie nécessairement. Là. Tu peux le faire comme un hobby, comme une ligue de garage de hockey ou de baseball. Là. Exactement, c'est ça. Fait qu'il y a cette question-là, mais encore là, même un gars de kenjutsu ou une fille de kenjutsu arriverait dans un autre art, déciderait de se lancer dans des sports de combat, puis elle aurait des notions de déplacement, puis d'angle, puis de gestion des distances écœurantes. Parce que le maniement du sabre, justement, ça amplifie tes défauts en tant que combattant. Fait que si t'es pas précis, tu l'es crissement pas avec un katana, parce que tu dévies d'1 centimètre, ça dévie de 5 au bout. Fait qu'il faut être ultra précis, puis ultra en contrôle de son corps aussi. Parce que c'est une arme qui nécessite non pas de la force brute, mais de la finesse et de la précision. Parce que c'est une lame de coupe, c'est pas une hache qui nécessite de la puissance. T'sais. Fait que, en tout cas, il y a du bon dans tous les arts martiaux, c'est clair, mais le génie du MMA, c'est d'avoir été justement grappillé dans les méthodes de tout le monde. T'sais. Fait que c'est sûr qu'il est certain qu'en tant que sport de combat, c'est l'art ultime. Mais là, probablement que les gens de Letway diraient « Ah, c'est une affaire de moumoune, là. » c'est pas la vraie affaire. Il y a trop de limites, mais encore là, moi, tu vois, ça, je trouve ça too much. Je trouve ça absurde. Le Letway, à part que j'ai su que Dave Leduc, c'est ça son nom, Dave Leduc? Ouais. Il était champion, donc j'ai regardé un peu autour de ça, mais je connais pas les subtilités de ce sport. Ben, basically, tu sais, prends le MMA, puis enlève les règles, puis enlève les limites, basically. Le peu que j'en sais, là, c'est comme ultra violent, ultra sauvage, puis à peu près tout est permis. Fait que, tu sais, on dirait que, on parlait de divertissement tantôt, on dirait que le niveau
de violence augmente sans cesse parce que tout est rendu boring, tu sais, puis ça aussi, ça parle sur la société dans laquelle on vit. Là. On est tellement dans une société spectacle et clips et trucs impressionnants très courts que je veux revisionner en boucle qu'on a besoin de toujours plus, tu sais. Fait que je sais pas à quel point la boxe, c'est probablement des vagues, hein, tu sais, l'intérêt va revenir. Mais en même temps, tu sais, regarde, le kickboxing a été super dominant pendant un temps. Je parlais avec des gens comme Jean-Yves Thériault, que tu connais sûrement, là. Tu sais, Jean-Yves Thériault, je lui ai parlé à lui, j'ai parlé avec son frère Vic, qui était un gros promoteur de kickboxing à l'époque. Puis Vic Thériault, tu sais, dans le fond, qui était à son pic en tant que promoteur, c'était avant le MMA, justement, tu sais. Puis le MMA est venu comme prendre la place que le kickboxing avait pendant un temps, parce que les galas d'MMA, de kickboxing, c'était huge au Québec et ailleurs à une certaine époque, tu sais. Mais je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, que la boxe, ça fait quand même longtemps que c'est implanté, puis tu sais, je parle pas juste au Québec, là, mais que cette culture-là, tu sais, on dit souvent, mettons, dans les trucs d'histoire de la boxe, on va dire que l'âge d'or de la boxe mondiale, c'est dans les années 20, tu sais, que t'as des amphithéâtres de 100 000 personnes pour assister à tel combat, puis il y a des affaires qui fait qu'aujourd'hui, ben, le monde, ils ont accès à un combat ailleurs, ils peuvent le voir en streaming. T'as pas besoin d'être là comme t'avais besoin à l'époque, puis je pense qu'au Québec, il y a un creux de vague, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, on retomberait sur un Québécois sympathique auquel on s'attache, un peu comme Kim Clavel, mais qui aspire à être champion du monde. On pourrait retrouver un engouement comme ça. C'est sûr qu'il y a aussi le facteur, on n'a pas parlé, mais les combats locaux aussi. Tu sais, j'ai dit que le modèle changeait, mais pourquoi que ça marchait à une époque, c'est que Régis Lévesque, puis par la suite, c'est qu'on a eu les Ouellet Hilton, t'avais des rivalités naturelles. On faisait un gars de Québec contre un gars de Montréal, un Anglais, un Français. Ça allait de soi que ça... Puis le monde allait en parler pendant des semaines avant, puis c'était comme l'époque, je sais pas, ligne ouverte, tu sais, on allait faire un build-up qui était comme... qui avait pas de réseaux sociaux, là, c'était genre... c'était naturel, puis ça créait, tu sais... Régis Lévesque remplissait des amphithéâtres de 15-20 000 personnes avec un combat sans enjeu de titre, là. C'est spécial quand même, là. Puis ça a été... Montréal et le Québec étaient reconnus dans la planète boxe nord-américaine pour dire que c'est une ambiance que tu retrouves pas nulle part, là. Un 20 000 personnes pour un combat qui est même pas de championnat, ou tu sais, championnat canadien, genre... Ouais, il y a même des Français, t'en parles dans le livre, des Français qui venaient s'établir ici parce que c'était comme une plaque tournante, là, finalement. Là. Oh, il y a plein de faire carrière. Ouais. Laurent Dautuil, entre autres, là, qui a une histoire hyper triste, là. Tu sais, des fois, il y a des histoires de rédemption dans la boxe, là. Lui, c'est plus l'inverse. C'est une histoire hyper triste. Là. Ouais, ça a mal fini. Puis il est question de matchs arrangés aussi beaucoup. Tu sais, on en parlait tantôt avec le match de Jake Paul, mais c'est pas nouveau, là, ça, dans la boxe. C'est quelque chose qui a un peu toujours été présent, là, le côté pas truqué, mais tu sais, un peu arrangé avec le gars des vues. Ouais, c'est sûr que l'affaire de Jake Paul, c'est pas un bon exemple, parce que là, on se dit, c'est-tu arrangé, genre, style pièce de théâtre ou lutte, là, mettons? Les matchs arrangés au niveau de la boxe, c'est plus comme les juges vont pencher d'un bord quand que ça se rend au point, puis c'est à des époques l'arbitre pouvait disqualifier, tu sais, genre il y a un bon exemple où quand je dis Lou Brouillard, il est allé en France se battre 3 fois contre le champion du monde. Donc Lou Brouillard, s'il gagnait ce combat-là, il aurait été 3 fois champion du monde dans 2 catégories différentes. C'est un exploit que personne n'aurait réédité, tu sais. Puis, il perd le premier combat au point contre le Français. Il retourne se battre là. Et les 2 autres combats se terminent sur disqualification pour coup bas. La première fois, il est accusé d'avoir donné un coup de pied un coup de poing d'un couille, donc en dessous de la ceinture, disqualifié. Puis la deuxième fois, l'arbitre le voit, le coup régulier. Mais là, c'est les juges qui disent non, tu sais, mais à cette époque-là, les Français étaient bons pour faire des magouilles, puis tu sais, le combat, le champion du monde est français, ça se passe en France.
Puis selon les descriptions que j'ai entendues de ces combats-là, parce que c'est en 1934, je pense, moi j'ai pas pu les voir, mais on dit que Lou Brouillard massacrait le Français, là, puis que le Français a comme utilisé ce prétexte-là de j'ai reçu un coup bas pour essayer de s'en sauver, puis de se... Fait que... Puis aujourd'hui encore, des fois, il y a des verdicts qui sont scandaleux au niveau des juges, puis là tu dis, c'est-tu comme le promoteur... Il a trop eu d'argent à faire dans ce combat-là, il veut une revanche, donc ça serait intéressant pour ses chiffres d'affaires que lui gagne pour pouvoir avoir un combat revanche. Puis il y a un peu ça des fois, il y a toujours eu ça, tu sais, puis c'est une affaire déplorable de la boxe, mais je pense pas que c'était pire avant versus aujourd'hui. Je pense que ça revient au même. Tu sais, il y a des combattants qui sont honnêtes puis qui se battent sincèrement, puis t'as des gros bonnets qui vont tirer les ficelles pour faire plus d'argent. Puis en terminant, là, si on avait... on va rebaptiser un lieu géographique, ça a l'air qu'on peut faire ça maintenant. Mettons que tu aurais à faire le Mont Falardeau des plus grands boxeurs, là, avec les 4 ou 5 visages. Québécois? Pour toi. Ben, avec ton livre, là, ouais, avec ceux que tu as vus, québécois. On pourrait faire québécois et on pourrait faire de tous les temps pour voir si, selon toi, il y a un québécois. Ben, l'exercice, je l'ai fait pour mon livre, donc moi, j'ai défini, parce que je t'ai dit que j'avais de la misère à comparer les époques, là. Puis j'ai pas le même... J'ai un biais sur ceux que j'ai vus se battre contre ceux que je l'ai jamais vus non plus, tu sais. Fait que je peux pas dire Kid Lavigne, j'ai jamais vu un de ses combats. Lou Boyard, j'ai vu des extraits en noir et blanc tout granuleux de 1 minute 30 versus Arturo Gatti, j'ai vu ses combats, tu sais. Fait que j'ai tranché j'ai mis une frontière arbitraire autour des années 60. Donc, de toute l'époque des anciens, il y avait Kid Lavigne, il y avait Lou Brouillard, il y avait Jack Delaney. Ils ont tous été champions du monde, ils sont tous au temple de la renommée. Dans les modernes, j'avais mis Jean Pascal, j'avais mis Arturo Gatti et j'avais mis Arthur Beterbiev. Donc, c'est à peu près mes 3 de chacun des époques. Puis à travers ça, ben, pour le fun aussi, on se demande c'est qui le plus gros cogneur, c'est qui le plus grand talent brut, c'est qui a accompli le plus. Bon, c'est sûr que niveau talent brut, les noms de Stéphane Ouellet et Dave Hilton ressortent beaucoup. C'est des gens qui avaient un talent exceptionnel, qui n'ont pas été en mesure de le canaliser pour plein de raisons, qui avaient des démons. Au niveau de la force de frappe, ben, on vient souvent avec le nom d'Adonis Stevenson. Tu sais, c'est des combats qu'on a vus qu'Adonis, avec une pioche de la gauche, arrivait à mettre fin au combat. À part ça, ben, moi, j'aime bien, tu sais, c'est ça, j'ai mentionné Yvon Durel parce que Archie Moore avait dit, Archie Moore s'est battu avec les plus grands champions du monde poids lourd, puis il dit jamais personne m'a frappé aussi fort que Yvon Durel, coup pour coup, là. Fait que, tu sais, je pense que Archie Moore a 200 combats pro, il s'est battu contre Mohamed Ali, Rocky Marciano, Floyd Patterson, donc ça mérite peut-être dans le panthéon des plus gros cogneurs des Canadiens français, évidemment, il est là. Au niveau de la boxe mondiale, ben, moi, je te dirais que c'est comme j'ai dit, Sugar Ray Robinson est comme reconnu en général par les historiens comme le plus grand livre pour livre, là, même si on peut pas comparer les époques. Moi, personnellement, j'ai pas vu assez. Je le sais que c'est sûrement la bonne réponse, mais tu sais, moi, j'ai de la misère à mettre du monde derrière Mohamed Ali. Mohamed Ali avait comme une rapidité pour les poids lourds, plein de qualités, un jeu de jambes, un jab, au niveau de sa défensive, là, sa façon de se défendre, quelque chose qui était vraiment innovateur. Tu sais, j'aime bien quelqu'un comme Roberto Duran aussi, qui s'est battu. C'est souvent, il revient dans des tops des plus grands au monde. Là. Après ça, c'est ça, Duran, c'est celui qui était venu faire un combat à Montréal, right? Gary Leonard, donc le combat au stade olympique, il y a 46 000 spectateurs, championnat du monde. Les deux sont à leur prime, donc ça a été c'est un combat. Là, si les gens veulent voir vraiment, si tu connais pas tant la boxe ou tu veux voir un vrai bon combat de boxe, là, tu regardes sur YouTube Roberto Duran, Sugar Ray Leonard 1.
c'est un chef-d'œuvre, là, tu sais. C'est la boxe à son maximum de ce que ça peut être comme combat. C'est pas un knock-out, mais le momentum change de main. C'est vraiment de la belle boxe, là. Puis 2 styles différents, clash des styles. Sinon, ben c'est ça. Je pense j'aime bien aussi Bernard Hopkins. Je trouve que dans l'histoire de la boxe, tu sais, lui est quand même assez moderne, là. Mais c'est pas le boxeur le plus flamboyant, mais c'est quelqu'un, tu sais, qui a boxé en prison, il a un style qui a été parfois taxé d'être salaud, mais c'est quelqu'un qui avait une science de la boxe puis qui a jamais rien fait pour se nuire, qui a toujours voulu s'améliorer, puis tu sais, qui a battu, il est redevenu champion du monde. Je pense qu'il avait battu Pascal, il avait 46 ans, là. Puis il est redevenu champion du monde une autre fois à 48 ou 49 ans. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui, pour se rendre là, à ce niveau d'intensité-là, à cet âge-là, il faut que tu aies pris soin de ton corps, là. Oh, ouais, définitivement. T'sais, Ben écoute, le livre est tellement une source intarissable d'anecdotes, j'ai l'impression qu'on a comme effleuré la surface, c'est ça qui est le fun, il va rester de surprise pour les gens qui écoutent. Puis il est pas dur à trouver parce qu'il est dans les tops de Renaud Bré où il a été, comme tu as dit tantôt. il a été la première semaine, après c'est pas du Pierre-Yves McSween, là, tu sais, c'est pas un... Non, mais c'est un super beau livre, je vais le montrer en extrait, là, mais c'est vraiment un beau livre, plein de documents visuels, on en a parlé. C'est vraiment une belle œuvre d'archives à avoir dans sa bibliothèque. Puis je le recommande fortement à tout le monde. Même si tu t'intéresses pas à la boxe, je trouve que tu apprends sur l'histoire du Québec aussi. Ouais, c'est ça. Parce que tu veux pas, c'est 200 ans d'histoire de la boxe, ça traverse notre histoire. Fait que t'as des moments, tu as la Deuxième Guerre qui interrompt certains combats qui auraient dû avoir lieu. T'as la polarisation autour du référendum de 80, les Cusson-Hilton. T'as un peu tout ça, tu sais. Puis t'as des histoires, ça je l'ai souvent dit, mais des histoires de boxeurs, t'es pas obligé d'aimer la boxe pour trouver que c'est des histoires fascinantes, incroyables, de rédemption, des histoires comme qui se terminent bien, des histoires tragiques qui se terminent extrêmement mal. T'as un peu de tout ça. Ouais. C'est vraiment le drame de la vie et dans la boxe, là. Ouais, 100%. Ben écoute, je vais te garder pour un petit segment Patreon après pour les abonnés qui nous supportent, puis ça sera pas très long. Puis je te remercie beaucoup pour ton temps. Encore une fois, c'est vraiment intéressant, puis je recommande la lecture à 100% à tout le monde. Je vais mettre les liens en description si les gens veulent acheter le livre. Un segment pour les abonnés, c'est ça? Ouais, puis ça va durer quelques minutes, ça sera pas très long. Et ben je vais mettre le lien pour les gens s'ils veulent acheter le livre, parce que tu disais, est-ce que faire des entrevues, ça a un impact? Je te raconte une anecdote. J'ai reçu sur ce podcast-là un pratiquant de karaté Kyokushin qui est aussi BDiste. Il a fait une BD sur 2 BD sur sa vie puis sur les arts martiaux, entre autres. Puis j'ai reçu plus tard, éventuellement, un message privé d'une de nos auditrices de podcast qui est en France. Puis elle m'a montré une photo de sa librairie locale qui avait commandé le livre parce qu'elle l'avait acheté, elle l'avait commandé à eux. Fait que le livre s'est rendu en France. Fait qu'écoute, le 200 ans d'histoire de la boxe au Québec va peut-être se rendre en France grâce à cette entrevue. Ouais. C'est sûr que des fois, il y a des publics qui sont plus fertiles pour ce genre de livre-là. Si je m'en vais, mettons, à Radio-Canada, une émission de Pénélope, ben c'est peut-être du monde qui ont moins tendance à vouloir se garrocher sur un livre sur la boxe, même s'ils trouvent ça intéressant. Tandis que là, tu sais, toi, t'es dans un bassin de passionnés d'art de combat. C'est sûr que ça peut... Ça peut rejoindre des gens. Fait qu'écoute, je te remercie beaucoup. Puis on se reparle sur le Patreon.